Après un certain temps, Emily avait commencé à fréquenter un homme nommé Robert Hurley. Ils avaient tous deux 3 enfants et avaient fréquenté le même établissement scolaire sans toutefois se connaître à l'époque. Des années plus tard, le destin les a réunis par l'intermédiaire d'amis communs. Robert avait fait bonne impression sur Emily. Leur communication amicale s'était rapidement transformée en relation amoureuse. Ils étaient en couple depuis 4 mois. Emily avait même présenté Robert à ses parents, Donna et Steven. Ses filles l'appréciaient également. Il avait rapidement établi un bon lien avec elle. Lorsque Robert a obtenu un emploi dans un champ pétrolier au Nouveau-Mexique, il a dû quitter le Texas. Il logeait dans un hôtel à Carlsbad. Ils avaient convenu de passer ensemble le premier week-end de l'hiver. Emily a donc laissé ses filles chez ses parents et s'est rendue à Carlsbad le lundi 28 février 2014. La distance entre leurs deux villes était de 500 miles, soit environ 8 heures de route. Elle était heureuse de retrouver son compagnon. Ce même jour, Emily a eu un appel téléphonique avec sa mère, Donna. Elle semblait en bonne santé et a affirmé qu'elle se sentait bien. Le lundi 2 mars, Emily était censée rentrer chez elle. Mais ce matin-là, après être sortie de l'église, Donna a reçu un message de Robert lui demandant de le rappeler. Il lui a annoncé la disparition d'Emily. Robert a expliqué qu'il s'était disputé la veille au soir dans un bar. Après la dispute, Emily avait quitté les lieux et n'était pas revenue à l'hôtel. Sa voiture se trouvait toujours sur le parking. Donna lui a demandé s'il avait contacté la police. Il a répondu que non. Elle lui a ordonné d'appeler immédiatement le 911. Robert a alors informé les services d'urgence de la disparition d'Emily, précisant qu'il avait déjà contacté ses parents et son ex-mari, mais qu'aucun d'eux n'avait de nouvelles. Il a également mentionné qu'Emily avait consommé de l'alcool lorsqu'elle a quitté le bar. Lorsque les policiers sont arrivés à l'hôtel, ils ont constaté que les affaires personnelles d'Emily étaient toujours dans la chambre, et sa voiture toujours stationnée à l'extérieur. Son sac à main, son casque et ses documents se trouvaient sur le siège passager. Pourquoi serait-elle partie sans ses effets personnels? Robert a raconté à l'opérateur tout ce qu'il s'était passé la nuit précédente. Il avait accompagné Emily dans un bar situé dans l'enceinte de l'hôtel. Ils avaient bu, joué au billard et passé un moment agréable. Cependant, lorsqu'il avait commencé à jouer avec un autre homme, Emily s'était agacée et s'était rendue au bar pour boire à nouveau. Elle avait alors commencé à flirter avec un homme portant un chapeau de cow-boy. Cela avait été le déclencheur de leur dispute. Emily aurait indiqué que cet homme lui avait proposé de la raccompagner à pied. Robert lui aurait répondu qu'elle était libre d'y aller si elle le souhaitait. Après cela, Emily est partie. Robert ne savait pas si elle était partie seule ou accompagnée de l'homme en question. À son retour à la chambre, Emily n'y était pas. Il a supposé qu'elle avait simplement besoin de temps pour se calmer et s'est couchée. Au réveil, le lendemain matin, elle n'était toujours pas rentrée. Robert a alors contacté ses parents, son ex-mari, puis plus tard, la police. 10 heures plus tard, les parents d'Emily, Stephen et Donna, étaient à la station de police de Carlsbad pour déposer un signalement de disparition. Ils ont affirmé aux enquêteurs qu'Emily n'aurait jamais quitté volontairement ses enfants, son emploi, ni sa vie. Les enquêteurs se sont rendus au bar pour interroger le personnel. Ce dernier a confirmé qu'une dispute avait éclaté entre Emily et Robert. Ce dernier a confirmé les faits. Des caméras de surveillance étaient installées à l'entrée du bar ainsi que dans le hall de l'hôtel. Ces images pouvaient potentiellement faire avancer l'enquête. Les enquêteurs espéraient répondre à la question clé: Emily est-elle réellement sortie seule, ou accompagnée? Les enregistrements montrent qu'Emily a quitté le bar seule à 23h30. Elle marchait rapidement vers sa chambre, sans se retourner ni adresser la parole à quiconque. Elle paraissait en colère. Les images montrent également l'homme au chapeau de cow-boy observant Emily sortir du bar. Étant donné que Robert avait mentionné que cet homme avait flirté avec elle, les enquêteurs ont supposé qu'il aurait pu la suivre. Pourtant, il n'a pas quitté le bar juste après elle. 4 minutes après la sortie d'Emily, Robert est lui aussi sorti du bar. L'homme au chapeau de cow-boy était encore sur place. Cela signifiait qu'il n'avait pas pu la suivre. Si Emily était bien rentrée dans sa chambre, elle aurait déjà dû y être. Peu après, Robert a quitté le bar à son tour. Les autorités ont lancé un appel à témoins dans les médias et sur les réseaux sociaux, relayé par la famille. La police a aussi commencé à interroger des témoins potentiels dans les hôtels voisins. Aucun n'avait remarqué quoi que ce soit de suspect. À l'exception d'un homme,
celui qui logeait juste à côté de la chambre de Robert. Il a déclaré avoir entendu des cris derrière la porte vers minuit. Cette information a contredit la version initiale de Robert, selon laquelle Emily n'était pas revenue à la chambre après la dispute. 58 heures après la disparition d'Emily, Robert a accepté de passer un test polygraphique, de son propre chef, espérant prouver sa bonne foi. Cependant, il a échoué au test. Lorsque l'examinateur le lui a signalé, Robert s'est dit surpris et a demandé à le repasser. La police a refusé. Les enquêteurs soupçonnaient déjà Robert depuis le début. L'échec au polygraphe n'a fait que renforcer leurs soupçons. Sous pression, Robert a modifié sa version. Il a admis qu'Emily était bel et bien retournée dans la chambre après la dispute. Il a expliqué qu'ils s'étaient disputés à nouveau, qu'ils avaient tous les deux beaucoup bu et que la situation s'était aggravée. Il a précisé qu'Emily s'était levée et était sortie. Il a ensuite expliqué être monté dans sa voiture pour la chercher autour de l'hôtel, sans succès. De retour à sa chambre, il avait espéré qu'elle reviendrait. Mais elle n'est jamais revenue. Poussé par les détectives, Robert a encore changé de version. Cette fois, il a affirmé avoir vu Emily monter dans un grand pick-up blanc après avoir quitté l'hôtel. Au volant se trouvait un homme avec une moustache et un chapeau de cow-boy. Il pensait que c'était peut-être le même homme qu'elle avait rencontré au bar. Selon lui, le pick-up a quitté le parking, et Robert l'aurait suivi en voiture. Ils ont roulé environ 15 minutes avant d'arriver à une maison abandonnée en plein désert. Une fois le véhicule arrêté, selon Robert, il se serait mis à somnoler. Le conducteur serait alors sorti du pick-up, un tuyau à la main. Emily serait également sortie du véhicule. Elle était, d'après les propos de Robert, presque nue. Lorsqu'elle aurait vu cet homme se diriger vers Robert avec le tuyau, elle aurait tenté de le protéger et se serait interposée. Le coup aurait alors atteint Emily à la tête, la faisant s'effondrer au sol. Robert a expliqué aux enquêteurs qu'il avait pris peur. Il serait alors monté précipitamment dans sa voiture pour fuir les lieux, affirmant qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il avait préféré ne rien dire à personne. Les détectives ont l'habitude d'entendre des récits incohérents, mais les déclarations de Robert leur ont semblé particulièrement absurdes. Néanmoins, ils ont choisi de les vérifier. Robert a affirmé être en mesure de les conduire à la maison abandonnée où se seraient déroulés les événements. Effectivement, il a guidé la police jusqu'à un bâtiment isolé, situé à une douzaine de kilomètres de l'hôtel. Les enquêteurs ont repéré des traces dans le chemin de terre menant derrière le jardin. En suivant ce sentier, ils ont découvert le corps sans vie d'Emily, enveloppé dans une feuille de papier métallisé. Robert était resté dans sa voiture tout au long de la recherche. Lorsqu'on lui a annoncé la découverte du corps, il n'a montré aucune réaction notable, comme s'il s'agissait d'une information qu'il connaissait déjà. Les parents d'Emily, Donna et Stephen, étaient effondrés. Ce drame s'ajoutait à une série de tragédies. 2 ans auparavant, ils avaient déjà perdu leur fils dans un accident de voiture. Parmi tous les éléments apportés par Robert Hurley, les enquêteurs ont pu confirmer la localisation de la maison abandonnée, ainsi que le fait qu'Emily avait bien subi un traumatisme crânien. Mais le reste de son témoignage a soulevé de nombreux doutes. Aucune voiture blanche n'avait été aperçue à proximité de l'hôtel. Les images de vidéosurveillance confirmaient qu'Emily avait quitté le bar seul. L'homme au chapeau de cow-boy, que Robert soupçonnait, s'est révélé être le supérieur hiérarchique de Robert lui-même, avec un alibi vérifié. L'autopsie a révélé qu'Emily était morte de multiples coups à la tête. Elle présentait également des signes de traumatisme contondant au visage ainsi que des marques de strangulation. L'examen des images de vidéosurveillance du hall de l'hôtel a permis de démontrer que la majorité du récit de Robert Hurley était mensongère. À 11h48, il est apparu au bureau de réception. Son comportement était étrange. Il a regardé autour de lui, a passé un appel, puis est retourné au bar. 14 secondes plus tard, il est revenu à la réception et a demandé une clé de chambre. Cela suggérait qu'Emily avait verrouillé la porte. Le réceptionniste lui a remis une nouvelle clé à 11h54, et Robert est immédiatement parti. Cette chronologie correspond au moment où un voisin a signalé avoir entendu une violente dispute dans la chambre. Cela indiquait clairement que Robert était revenu dans la chambre et que quelque chose de grave s'y était produit. De plus en plus d'éléments venaient contredire ces déclarations. Les enquêteurs ont découvert que la personne que Robert avait appelée depuis le bureau de réception était Emily. Elle avait refusé de lui répondre. Peu après, il s'est présenté devant sa porte et a tenté de l'appeler à nouveau. L'appel est tombé sur la messagerie vocale.
Il n'a pas attendu davantage et est entré dans la chambre à l'aide de la nouvelle clé. Ce moment coïncidait avec l'enregistrement d'un message vocal d'Emily, dans lequel on entendait sa voix crier qu'elle le détestait et qu'elle voulait qu'il parte. Avec cette preuve audio en main, les policiers ont interrogé à nouveau Robert. Ils lui ont fait comprendre que plus personne ne croyait à sa version. Le détective a su trouver les mots pour le pousser à parler. Robert a finalement reconnu qu'une dispute avait éclaté dans le bar à cause de l'homme au chapeau de cow-boy. Au cours de cette querelle, il aurait dit à Emily qu'elle pouvait aller où elle voulait, avec qui elle voulait. Ces mots l'auraient blessée. Elle serait alors retournée seule dans leur chambre. Lorsque Robert est revenu, elle n'a pas ouvert la porte. C'est la raison pour laquelle il aurait demandé une nouvelle clé. Une fois à l'intérieur, la dispute aurait repris. Selon lui, Emily lui aurait dit qu'elle voulait rompre et ne plus rien avoir à faire avec lui. À ce moment, elle aurait tenté de partir. Il aurait tenté de l'en empêcher, elle l'aurait repoussé. Robert aurait alors percuté le mur et, sous l'effet de la colère, l'aurait frappé au visage. Elle serait tombée au sol, mais il aurait continué à la frapper. Il a reconnu que lorsqu'Emily a perdu connaissance, il s'est rendu compte de la gravité de la situation. Mais au lieu d'appeler les secours, il a choisi de dissimuler son acte. La chambre d'hôtel donnait un accès direct au parking, sans passer par la réception. C'est pourquoi personne ne l'a vu transporter Emily dans sa voiture. Robert a alors conduit Emily dans un endroit reculé. Là, lorsqu'elle a repris connaissance, il l'a empêchée de s'échapper, a saisi une pompe à main et a continué à la frapper à la tête. Le corps était trop proche de la route. Il a voulu le déplacer plus loin. Pour ce faire, il a utilisé une sangle, qu'il a attachée à l'épaule d'Emily d'un côté, et à son véhicule de l'autre. Cela a expliqué les traces retrouvées sur les lieux. Il a ensuite retiré les vêtements d'Emily, porté d'autres coups avec la pompe, puis a recouvert son corps d'un papier métallisé trouvé à proximité. Il a laissé la sangle, les vêtements et la pompe sur place. Par la suite, il a montré à la police où se trouvaient ces objets. Le 5 mars 2014, Robert Early a été arrêté. Il a été inculpé pour le meurtre d'Emily Lambert et pour tentative de dissimulation de preuves. Étant donné qu'Emily était encore en vie lorsqu'il l'a transportée, une charge d'enlèvement a été ajoutée. Après concertation avec ses avocats, Robert a modifié son récit une fois de plus, affirmant désormais qu'Emily était déjà décédée lorsqu'il l'avait transportée. La stratégie de la défense était de requalifier les faits pour éviter l'accusation d'enlèvement. Mais les experts ont établi qu'Emily respirait encore au moment où Robert l'a frappée avec la pompe. Les arguments de la défense n'ont donc pas été retenus. En mai 2015, Robert Early a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Durant le procès, il a exprimé des regrets à la famille d'Emily, déclarant qu'il échangerait sa place avec elle s'il le pouvait. En 2016, il a tenté de faire appel, mais la Cour a rejeté sa demande. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos pensées ou poser vos questions. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.